BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Retour de quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. Vous le savez, on est là chaque week-end à la fois sur la chaîne 01 TV, sur les box, sur YouTube, sur 01net.com et sur BFM Business le dimanche matin à la radio, à la télé. Merci en tout cas d'être là. Pour notre deuxième partie, on va revenir sur l'actualité brûlante de cette semaine et la déclaration de Tim Cook. Comme ça, entre le fromage et le dessert, Tim Cook qui balance que ce projet de véhicule électrique Apple, donc l'Apple Car, serait sur les rails. Alors il dit: nous étudions de nombreuses possibilités en interne, certaines possibilités ne verront pas le jour, mais je ne dis pas qu'aucune ne sortira. Alors là, pour souffler le chaud et le froid, les amis, autant vous dire que ici, dans De quoi je me mêle, ça nous excite un petit peu, et pour en parler, il fallait trouver encore plus excité que nous, et on l'a trouvé, c'est Emmanuel Torregano. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je suis très heureux de te retrouver. C'est gentil, moi aussi. Journaliste, évidemment, depuis de nombreuses années, fondateur d'Electron Libre. Oui, tout à fait, maintenant fondateur, on peut dire. Voilà, site donc payant, il faut s'abonner pour accéder à Electron Libre, mais on a une actu, on va dire premium, comme on dit, liée à la tech, à l'éco, etc., et aux médias notamment. Alors voilà, cette interview du New York Times nous rend complètement fous. Tim Cook confirme donc le projet de voiture électrique et autonome d'Apple. Alors, est-ce que déjà on peut le croire, Tim Cook ? Est-ce qu'il dit pas ça un petit peu pour brouiller les pistes, Emmanuel ? Il y avait quand même beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de fumée, il y avait certainement un feu quelque part. Ouais. Il y avait en effet eu, vous savez, les déclarations de Hyundai, certains constructeurs avaient dit on discute bien avec Apple à propos d'une Apple Car, c'est comme ça qu'on l'appellera. Et puis d'un coup... Et puis... Non, ça, c'était un peu passé tout ça. Ils ont démenti parce que je pense qu'ils ont dû se faire taper les doigts. Voilà, ils n'avaient pas compris que quand on discute justement avec Apple, si jamais ils avaient discuté avec Apple, il ne faut pas discuter dans les médias. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la première règle. Je pensais que tout le monde le savait d'ailleurs, mais eux visiblement l'ignoraient, ou alors. Là encore, c'était un calcul de leur part. C'est une manière de bien faire parler de Hyundai, ce qui est quand même... Vous discutez avec la première entreprise mondiale, c'est pas mal. Bref, donc il y avait quand même beaucoup de fumée et certainement quelques feux allumés par-ci par-là. Mais pour la première fois, Tim Cook, qu'on peut croire, c'est quand même le PDG, accepte de dire que oui, il travaille sur un projet qui pourrait ressembler à l'Apple Car. Il va même un peu plus loin dans cette interview, donc c'est un podcast du New York Times qui est vraiment très intéressant. Qui est disponible, alors voilà. Qui est disponible, c'est vraiment très intéressant. Il ne faut pas de publicité pour le New York Times, mais c'est un très bon podcast. Et il dit même que si jamais ils envisageaient un tel projet commercialement, parce que évidemment, comme toutes les entreprises de high-tech, Apple teste énormément de choses. Ils travaillent sur des tas et des tas de directions différentes, l'Apple Car en étant une parmi d'autres. Et certainement que les autres gros acteurs de la tech, Google, on le sait, puisqu'ils ont sorti une voiture, mais Microsoft également, ou Amazon, travaillent également dans ces pistes-là. Ils regardent, c'est logique. Mais là, il va même plus loin, puisqu'il dit... Nous, on ne fait pas les choses autrement qu'en accordant le software et le hardware. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça voudrait dire que... C'est la religion d'Apple, d'ailleurs. Ah oui, c'est la religion d'Apple. On le voit aujourd'hui puisqu'ils fabriquent même les... ils conçoivent, puisque ce n'est pas eux qui les fabriquent ensuite, mais ils conçoivent les processeurs de ces Mac portables. C'est quand même très important. Ça veut dire qu'ils vont jusqu'au bout de leur philosophie. Ils veulent maîtriser 100% du produit. Le hardware, le software, ça serait la même chose donc pour la voiture. On aurait droit à une voiture qui ne serait pas... l'assemblage entre une plateforme, comme l'on dit, c'est-à-dire un essieu, une batterie, des moteurs, venant d'un constructeur X, comme beaucoup le font aujourd'hui, mais ça serait bien une construction de A à Z, un peu comme on retrouve chez un autre acteur américain de la voiture électrique, qu'on va évoquer dans un instant plus tard. Ouais. Mais ça serait bien en effet le grand combat entre Godzilla et King Kong d'une certaine manière si jamais Apple sortait son Apple Car, c'est-à-dire une voiture totalement intégrée avec le software que Tim Cook... Et d'ailleurs, il a été encore un peu plus loin. C'est pour ça que tout le monde se pose la question de se dire, mais quand même, il ne dit pas ça par hasard, puisqu'il explique bien que sa conception à lui d'une voiture autonome, puisqu'on parle de voiture autonome sur les voitures électriques de cette génération-là, c'est comme un robot. C'est une voiture qui décide si on peut aller, quelle décision il faut prendre, quelle action il faut faire pour aller d'un point A à un point B sans forcément une intervention du pilote, ou en tout cas du conducteur. Donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'il
il déroule d'une certaine manière une sorte de roadmap de ce que devrait être le véhicule autonome d'Apple. Est-ce que c'est une bonne idée, à ton avis, pour le patron d'Apple, Tim Cook, qui a dit d'ailleurs en aparté qu'il ne resterait pas encore 10 ans à la tête d'Apple, hein. Bon, après, on ne sait jamais ce qui... À mon avis, c'est très fatigant comme job. C'est très fatigant. Même si c'est très bien payé. Alors, évidemment, mais je pense qu'il pourrait déjà s'arrêter, s'acheter une île déserte. C'est plus la question, à mon avis, non plus. Hein, mais c'est vrai que c'est, à mon avis, très, très fatigant. Très fatigant, bien sûr. Et puis, il est plus tout jeune, hein, Tim Cook. Je ne sais pas quel âge il a, mais bon, il est plus non plus. La soixantaine, voilà, facile. C'est ça. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir des milliards, parce que là, c'est des sommes, on ne construit pas... une voiture comme un smartphone. C'est-à-dire qu'il faut tout réinventer. Là. Et pour fabriquer une voiture, il faut de l'acier, il faut de nouveaux matériaux qu'Apple n'a pas l'habitude d'avoir, il faut sourcer de nouveaux fournisseurs. Enfin, c'est un autre métier. Est-ce que c'est une bonne idée, à ton avis, de se dire, tiens, dans 10 ans, 15 ans, 10 ans, allez, peut-être même moins, Apple, leur nouveau business, c'est la voiture. Est-ce que c'est pertinent, à ton avis ? Alors, c'est même plus que pertinent. La logique même de l'intégration de ce qu'Apple fait, ou d'autres d'ailleurs grandes sociétés des nouvelles technologies que je citais tout à l'heure, Google, Amazon, Microsoft, la logique même, c'est de porter leur savoir-faire d'intégration hard-soft sur d'autres appareils. Et le premier appareil grand public, en dehors du smartphone ou du Wear OS, c'est-à-dire les montres ou les choses comme ça, c'est la voiture. Donc c'est... finalement, la perspective logique du développement de ces sociétés-là. Mais, là où je te rejoins totalement, c'est un tout autre métier. C'est un tout autre monde qu'ils ne connaissent pas, sur lequel il manque énormément de compétences, c'est-à-dire simplement faire une voiture. Et faire une voiture, c'est des choses très compliquées. Bien sûr. D'ailleurs, pour en parler, lorsque Tesla lance son premier modèle, le Roadster, ils utilisent une base d'une autre voiture. On ne va pas citer toutes les marques, mais bon, grosso modo, ils utilisent une base d'une autre voiture. Et Musk lui-même, le patron de Tesla, a dit que c'était une erreur. On aurait dû travailler directement sur d'une page blanche et dire voilà, notre essieu il est comme ça, les points de fixation des amortisseurs, enfin les moteurs, toutes ces choses-là, la combinaison avec la batterie, on aurait dû le faire ensemble. Et les premières versions, c'était une sorte d'hybride entre une voiture qui existait déjà avec son essieu et le package Tesla qu'on a rajouté dessus. Et c'était une erreur. Donc, quand Apple dit on veut le faire de A à Z, ou en tout cas suggère que s'il devait entreprendre une telle aventure, ça serait de A à Z, il faut en effet qu'il se réinvente, littéralement. Mais évidemment, ça en vaut la peine, très très largement. C'est un marché énorme, considérable, le marché de la voiture. Emmanuel, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Je suis d'accord, mais on ne vend pas autant de smartphones que de voitures. Non, mais ça vaut beaucoup plus cher. Et puis, on sait aujourd'hui qu'on vit dans un monde où il y aura de moins en moins de véhicules personnels. C'est la règle. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, la voiture autonome, ou en tout cas le véhicule, les nouvelles mobilités, appelons ça comme ça, les nouvelles mobilités globales, c'est-à-dire celles qui vont associer l'intelligence artificielle et l'électricité, puisqu'on sort littéralement du thermique. Du thermique, ça c'est Voyons clair. Les perspectives à 2030-2035. Le marché du thermique n'est pas minoritaire, mais enfin, il est bien amoché par rapport à l'électrique. Donc, ces nouvelles mobilités-là, c'est la multiplication des usages des véhicules. Après, est-ce qu'elles seront propriété des uns ou des autres ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura plus de coopératives d'utilisation de véhicules ? C'est très possible, j'en sais rien. On parle d'autopartage beaucoup. Oui, d'autopartage, tous ces concepts-là sont évidents. Mais il y aura énormément plus, je finis là-dessus. Oui, vas-y. Il y aura énormément plus de véhicules différents pour différentes choses parce qu'ils seront autonomes. L'autonomie de la voiture, c'est... Mais tu penses qu'on aura chacun sa voiture ? Je ne peux pas faire de perspective là-dessus. Alors qu'on est plutôt dans des logiques de service, tu vois, par abonnement, pour aller... C'est très possible. Là-dessus, moi, je ne peux pas prendre... On aurait accès à une multimodalité, ça c'est vraiment la grosse tendance. Donc, non, en fait, la question que je me pose, c'est que c'est un marché qui va se transformer. Oui. À mon avis, il y aura moins de véhicules personnels. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est au niveau business quelque chose d'important et d'intéressant pour Apple ? Est-ce qu'ils vont gagner autant d'argent qu'avec les iPhones ? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils en gagneront même plus. Si on regarde, en fait, le vrai problème, c'est pas le chiffre d'affaires qu'ils pourraient réaliser sur la voiture. Et ça a été relativement estimé par les cabinets d'analyse. C'est-à-dire que si vous prenez 5%, on va dire, à terme, d'un marché de la voiture, vous faites énormément d'argent, parce que c'est des marchés. On ne fait pas 30% de marge sur une voiture. Et bien voilà, c'est toute la question est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle Apple, c'est un modèle de marge forte parce que réinvestissement dans la R&D, dans la recherche et développement. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur la voiture ?
Tesla s'est endetté énormément pour faire ça. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils ont gagné était réinvesti systématiquement dans la R&D. Là, ils commencent à montrer depuis 4 trimestres, je crois, le 5e doit tomber bientôt, qu'ils sont capables de sortir une marge, mais c'est une marge faible. Et ils n'ont pas eu encore, évidemment, de retour sur investissement global pour la société. Est-ce que Apple, qui est installé sur les plus grosses marges sur un trésor de guerre de plusieurs centaines de milliards de dollars, aussi, accessoirement. Qui est autre chose, qui est aussi lié aux revenus offshore, enfin internationaux. Mais la question, c'est est-ce qu'en effet, le modèle Apple peut switcher, on va dire, peut dévier vers un monde dans lequel, en effet, les marges sont moins importantes, voire même quasi nulles. Ou alors, dans ces cas-là, à contrario, Apple est capable, et là, ça serait une véritable révolution, de faire des voitures électriques et de gagner une marge considérable. Après, il y a les services. On peut imaginer qu'en achetant une voiture Apple, on ait des abonnements. On sait qu'aujourd'hui, c'est une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires d'Apple. Les services, le cloud, la musique, la vidéo. Peut-être demain, ils récupéreront le modèle économique de Tesla qui vend des options après avoir acheté la voiture. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est des business c'est la même chose qui peuvent être assez fructueux. C'est pour ça que je dis qu'on est sur une perspective relativement similaire à ce qui se passe sur le monde du smartphone ou de l'ordinateur. Il y a en effet toute une panoplie de services que vous pouvez vendre, l'autonomie du véhicule, toutes ces choses-là, les mises à jour même peut-être, même si elles sont gratuites pour l'instant. Et d'ailleurs, Tesla veut rendre ça également par abonnement. Aujourd'hui, on achète un package, $10 000 à peu près selon le niveau de ce qu'on veut. L'option d'autonomie d'autopilote, on peut la louer aussi. On va pouvoir la louer. C'est pas encore fait, mais en effet, ils ont évoqué la possibilité d'avoir une souscription mensuelle, on va dire, ce qui serait génial parce que ça démocratiserait énormément ce type de fonctionnalités et dont on sait aujourd'hui quelles sont les chiffres sont très étonnants, mais les véhicules autonomes sont beaucoup plus sûrs que les véhicules non autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une politique sérieuse de la sécurité routière devrait être d'accélérer sur les véhicules autonomes parce que c'est une garantie de sécurité. Alors, on va revenir à ce podcast de Tim Cook qui est très intéressant, tu le disais, et Tim Cook parle de Tesla. Et dit Tesla a fait un travail incroyable, pas seulement en menant, mais en conservant son avance pendant si longtemps dans le secteur de l'électrique. J'ai donc une réelle admiration pour eux. Mais là, il est assez sympa parce que le secteur électrique jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était que Tesla. Donc oui, c'est vrai qu'ils ont conservé leur part de marché. Je ne sais plus aux États-Unis, je crois que c'est un peu plus de 60%, ce qui est considérable. 2020, je crois que c'est les chiffres 2020, c'est un peu plus de 60% des véhicules électriques avec une écrasante majorité de Tesla 3 notamment. Mais alors à la question. Mais on ne peut pas dire que les concurrents étaient vraiment là non plus. Est-ce que Apple pourrait racheter Tesla ? Non, c'est trop cher aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop cher. Ouais, ça, il aurait fallu l'acheter avant. Mais quand Elon Musk, juste avant de sortir la Model 3, où il était dans la mouise jusque-là, et il aurait gratté à la porte de Tim Cook, qui n'aurait même pas voulu le recevoir, en tout cas, c'est les rumeurs. Oui, c'est ce que dit Cook, il lui a jamais parlé. C'est dingue, quand même. C'est incroyable. Là, à ce moment-là, il y aurait eu un sacré coup à faire pour Apple, il y a 3 ans. Alors, d'abord, il y avait des problèmes politiques. Beaucoup de gens voyaient à cette époque-là déjà, notamment à la disparition de Steve Jobs, que l'héritier naturel, c'était Elon Musk. Et qu'il fallait qu'Elon vienne dans la société. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu petit à petit prenne la place. Vous voyez, Tim Cook était un peu embêté dans cette histoire-là. Donc il y avait à la fois un versant politique de toute cette histoire, c'est est-ce que je fais rentrer le loup dans la bergerie ? C'est ça. Mon principal futur concurrent, le type qui vit comme Steve Jobs vivait à cette époque, c'est-à-dire illuminé par une idée. Ce qui est quelque chose de particulier. Ou illuminé tout court, d'ailleurs, aussi. Et parfois illuminé tout court. Il suffit de suivre son compte Twitter. Mais en même temps, sans passion, pas de grande chose, comme Zenich. Et donc, il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, Apple, à cette époque-là, je pense, en tout cas, c'est ce qui semble se dire, n'était pas vraiment certain, ce que tu disais tout à l'heure, que ce marché de la voiture automobile était vraiment pour eux. Beaucoup d'incertitudes à cette époque-là. Tesla... À cette époque, les cabinets d'analyse disaient Tesla, c'est jamais rentable. Ils expliquaient que... Et on tirait à boulet rouge sur Elon Musk. Et on tirait à boulet rouge sur Elon Musk. Et les cabinets d'analyse, les grands cabinets d'analyse, Goldman Sachs, toutes ces choses-là, faisaient des études pour expliquer en quoi Tesla ne serait jamais rentable de son existence. En disant, on a trituré les chiffres dans tous les sens, ça ne peut pas marcher. La réalité a prouvé que ce n'était pas tout à fait juste. Merci des analyses.
Ouais, ça arrive souvent, ça. Mais bon, c'est une autre question. Et donc, pour Apple, la question était, est-ce qu'on va aller sur ce marché qui, comme tu dis, alors que c'est une société qui fait énormément de marge, ne sera peut-être jamais rentable. Donc, acheter une boîte qui était un canard boiteux à cette époque-là et qui était déjà très cher, c'était pas forcément une très très bonne idée. Et puis, encore une fois, Apple a tellement de moyens financiers. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'acheter Tesla à ce moment-là, ou de créer sa propre entité? Je me lance, je mets 50 milliards. Pour moi, c'est rien du tout. Finalement, c'est pas grand-chose. C'est un demi-trimestre. Donc, je mets ça. Je mets un demi-trimestre. Donc, je mets un demi-trimestre. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Voilà. C'est incroyable. Non, passez pas par la compta, vous n'avez même pas besoin de donner le chèque. Donc, et les valises vous attendent là. Donc, est-ce qu'ils avaient les moyens de faire ça? Donc, c'était le projet Titan à cette époque-là. Peut-être aujourd'hui, je crois qu'il a été arrêté parce qu'il ne s'appelle plus comme ça. Donc, ils ont dû changer leur manière de faire ou d'appréhender ce marché à ce moment-là. Est-ce que ça valait la peine ou est-ce qu'il fallait mettre de l'argent eux-mêmes? Je pense qu'ils ont choisi de mettre de l'argent eux-mêmes. Et à mon avis, c'était une erreur. Il fallait acheter Tesla. Alors, juste une dernière petite question sur Apple, après on passera à Tesla, que tu connais bien. Foxconn est le partenaire industriel d'Apple depuis des années et des années. C'est l'un des partenaires, oui. Ouais. C'est le plus gros assembleur. C'est un gros partenaire. C'est un gros partenaire. Il y en a plusieurs, mais c'est celui qui, en majorité, assemble les iPhones. Est-ce que, demain, Foxconn pourrait être le futur assembleur de l'Apple Car? Je crois qu'ils le veulent, non? Mais est-ce qu'ils ont l'expertise pour le faire? Non, aujourd'hui, ils ne l'ont pas, mais en Chine... Je crois qu'ils fabriquent déjà des voitures électriques, mais bon, c'est à la marge. C'est à la marge. En tout cas, Foxconn, il faut se rendre compte, en Chine, c'est une société absolument énorme, c'est considérable, même si elle est tributaire d'Apple sur une grande partie de son chiffre d'affaires, parce que c'est le premier assembleur d'iPhone. Et parce qu'ils fabriquent 100 000 iPhones par jour. C'est incroyable. C'est monstrueux. Énormément de gens qui travaillent. Ils ont été d'ailleurs très décriés au départ. Parce que bien sûr, les conditions de travail. Les conditions de travail étaient en effet très limites. Mais enfin, c'est la Chine. Donc voilà. Mais ça s'est beaucoup amélioré, paraît-il. Bref. Sans doute à cause de Tim Cook. Ou grâce à Tim Cook. Oui, Apple a, en effet, ils ont fait des guidance très précises sur comment on devait travailler avec eux, tout ça, sous la pression, en effet, des associations. Et c'est très bien. Oui, donc on disait, est-ce que Foxconn peut être le futur assembleur? Ils regardent ce marché-là, ils en parlent régulièrement. Le patron de Foxconn, très régulièrement, fait des annonces sur la voiture électrique, notamment parce qu'en Chine, c'est un marché extrêmement évolutif, extrêmement rapide. Il y a beaucoup de co-entreprises qui se créent entre différentes sociétés, des nouvelles technologies, Xiaomi, Baidu, toutes ces choses-là. Tout ça qui est accéléré par l'impulsion du gouvernement chinois qui dit, attendez les gars, vous savez quoi, bientôt, le thermique, ça va être fini. Tout à fait. Et là-bas, ça rigole pas. Et ils l'ont dit très tôt, ils l'ont dit fin des années 2010, vers 2013-2014, ils ont annoncé qu'à telle date, je ne sais plus exactement, 2035, je crois, un truc comme ça, vous pouvez retrouver, c'est fini, il n'y aurait plus de thermique, enfin en tout cas produite. Donc il fallait passer directement à l'électrique. Et donc ça a été un véritable boom. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis, toutes ces boîtes-là qui ont énormément d'argent, notamment de l'argent de l'État, pour certaines, puisque c'est quand même du capitalisme d'État, la Chine, ont investi très fortement. Et des sociétés qui faisaient absolument pas du tout ça et qui se sont mis tout d'un coup à se dire mais moi je fais de la batterie, je fais de la voiture électrique, et ils s'unissent tous les uns les autres. Il y a énormément de mariages. Dernière date, Xiaomi, Xiaomi, annoncé cette semaine ils allaient lancer une voiture électrique. Ils allaient aussi, donc ils faisaient des partenariats pour faire des voitures électriques. Vous avez l'un des plus gros constructeurs chinois qui s'appelle Geely, qui a déjà sorti 3 ou 4 marques de voitures électriques. Geely, il s'appelle. Ouais, G-E-E-L-Y. Ah oui, d'accord. Et ils ont fait des partenariats avec plein de sociétés, eux aussi, pour pouvoir lancer des marques, directement des marques. Comme on a fait un peu dans la voiture thermique avec Infiniti ou des choses comme ça, des marques de voitures électriques. Donc, ce marché-là est en pleine ébullition. Foxconn veut en faire partie, c'est-à-dire ils veulent être sur leur marché local. Mais si jamais Apple un jour vient avec les plans d'une voiture électrique en me disant est-ce que vous pourriez nous assembler ça, je ne sais pas combien de véhicules, il faudrait qu'ils le fassent. Le vrai problème, c'est la batterie. Emmanuel, et les autres alors? Parce qu'on parle de Tesla, on parle d'Apple. On n'a pas encore beaucoup parlé de Tesla. Oui, 7 minutes. Il nous reste 7 minutes, on va y venir. Mais juste, est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, il y aura dans le cimetière des constructeurs automobiles beaucoup de cercueils, à ton avis? Alors, moi, je ne peux pas faire de prédiction, mais les augures ne sont pas très favorables.
C'est assez simple. En fait, si vous appliquez le modèle de ce qui s'est passé sur le smartphone, eh bien, tu veux dire par là que les Motorola, Intel, ils ont disparu. Les Ford, les Volkswagen, c'est les Nokia, les Motorola, les BlackBerry il y a quelques années. En fait, c'est vache ce que tu dis quand même. Voilà, je reprends les choses autrement. En fait, vous avez une société qui a énormément d'avance, c'est Tesla. Pourquoi elle a énormément d'avance ? Parce qu'elle a un outil de production que les autres n'ont pas. Elle est capable de produire des voitures électriques avec. Et puis elle a pensé l'électrique dès le départ. Elle a pensé même l'intégralité du système dès le départ. Le système de recharge, les usines pour les produire et la voiture, simplement. Voire même le système de vente avec le fait que vous alliez sur le site internet. Puis la philosophie de mettre à jour des voitures comme ça. Voilà, et ils ont vraiment pensé le produit abouti comme l'iPhone a été pensé quand Apple le sort, même si l'App Store par exemple arrivait un peu après, mais quand Apple sort l'iPhone, ils pensent le produit de A à Z. Et c'est ce produit-là qu'on a aujourd'hui, 10 ans après, plus même, 13 ans après. Mais qui a été mis à jour régulièrement, qui a été affiné, mais finalement la philosophie du produit est le même. La philosophie de la voiture électrique pensée par Tesla il y a 10 ans, elle est la même aujourd'hui. Et cette avance que Tesla a pris de 10 ans, personne aujourd'hui n'est capable de les rattraper parce qu'il faut construire des usines. C'est très difficile de construire des usines. Qu'il faut nouer des partenariats avec des fournisseurs pour les batteries, pour toutes ces choses-là. Ça aussi, ça prend du temps parce que il faut aussi mettre la capacité du monde à créer de la ressource pour faire ces batteries-là. La batterie, c'est un vrai problème dans la voiture électrique. Aujourd'hui, Tesla est de loin celui qui est le plus en avance sur la construction des voitures. On dit que Tesla vend très peu de voitures par rapport aux autres constructeurs, par rapport à Toyota, 500 000 Volkswagen. en 2020. Hein. Voilà, 500 000 en 2020. Ce qui est ridicule par rapport aux géants de l'automobile. Voire même par rapport à Audi ou BMW qui font énormément, qui livrent des millions de véhicules. Sauf que la réalité, c'est que Tesla est en avance sur tous les critères de la voiture du futur. Parce qu'ils ont l'outil de production. Parce qu'en réalité, ce qu'il faudrait regarder aujourd'hui, c'est combien de voitures purement électriques vend Tesla et les autres. Eh bien, Tesla est très en avance. Donc, c'est l'inverse. En réalité, sur le marché du futur, Tesla est devant. L'étau qui va se resserrer sur le thermique, naturellement, Tesla va vendre plus de voitures parce que on aura de moins en moins le choix d'acheter des voitures thermiques. Parce qu'ils sont prêts. Mais d'un côté, on voit que Volkswagen accélère sur l'électrique, ils mettent des milliards sur la table. Ils mettent pas tant de milliards que ça. Alors c'est vrai que l'ID3, pour l'instant, c'est pas un super succès. Hein. Non, je pense qu'on est vraiment face à des sociétés qui, comme à l'époque d'Apple, enfin de l'iPhone, disent qu'ils sortent un véhicule qui sera l'iPhone killer, donc la Tesla killer d'une certaine manière, et on voit bien qu'ils n'arrivent pas complètement à penser l'électrique de A à Z. Si vous achetez une ID3 aujourd'hui, comment vous faites pour voyager ? C'est vraiment compliqué. Ionity a un réseau, ok, d'accord. Donc c'est pas trop la technologie du véhicule, c'est plus tout l'écosystème qu'il y a autour, à ton avis, qui va pas. Et une partie les technologies. C'est des bornes de recharge, etc. C'est la confiance que le conducteur peut avoir quand il achète aujourd'hui un véhicule électrique pour le recharger n'importe où. C'est pas si évident que ça. Mais ils vont arriver à faire cette transformation. Mais c'est tout le problème. Ils vont arriver. On est toujours aujourd'hui dans une perspective, alors qu'il y a un acteur qui est déjà installé. Par exemple, ils accélèrent sur l'électrique. Ouais, mais vous les voyez installer un parc de recharge aujourd'hui ? Je crois que Peugeot a dit qu'ils ne voulaient pas investir justement sur ce segment-là. Alors après, il y a plusieurs. Là encore, il y a plusieurs options qui vont se présenter, notamment, et Tesla le savent, il va bien falloir à un moment qu'ils rendent compatible leur réseau de superchargeurs avec les autres véhicules. Ça va être réglementaire à un moment. Ça va être une obligation. Ça sera une obligation, et c'est logique. Il y a un moment où il va falloir qu'ils s'ouvrent à ça. Donc aussi qu'ils puissent dimensionner leur parc de recharge à recevoir d'autres voitures électriques, ce qui n'est pas évident non plus. Mais enfin, ils vont le faire. C'est vrai, mais est-ce que, par exemple, Peugeot, Renault, Mercedes peut se reposer uniquement en disant « Écoutez, vous avez différents acteurs qui font de la recharge, puis vous allez chez eux ». Aujourd'hui, ça paraît compliqué. Aujourd'hui, si vous achetez une voiture électrique et si vous voulez avoir l'esprit en paix, vous achetez une Tesla. Parce que vous avez l'intégralité de la chaîne qui fonctionne. Vous avez les softwares. Aujourd'hui, le software d'une Zoé ou d'une 208, très en dessous de ce que propose Tesla. Très en dessous. En revanche, Tesla, pour l'instant, c'est un marché qui est taillé pour les États-Unis, pas pour l'Europe. On a de grosses voitures, un peu patapouf. Enfin, une Tesla à Paris, c'est no way. Non, mais c'est vrai que c'est pas de la voiture urbaine. C'est la voiture californienne, quoi, on va dire. C'est pas de la voiture urbaine. Qui se garde sur des grandes places et qui roule sur des grandes routes. Oui, c'est fait pour. Voilà. Mais Elon Musk est conscient de ça. Et visiblement, il y a dans les cartons une voiture Tesla spécifiquement
fabriqués et conçus pour le marché européen. Et en fait, Tesla est en train de s'adapter petit à petit aux spécificités locales. Il y en a pour la Chine, par exemple, sur la Tesla 3. Avec une usine qui a ouvert. Voilà, il a construit une Gigafactory à Shanghai et il y a des adaptations au marché chinois qui sont faites sur la Tesla 3. Et sur le marché européen, qui est un marché très important pour Tesla, qui vendait très bien en Scandinavie notamment, mais pour en effet vendre sur des urbains européens qui vivent à Paris, Barcelone, Londres, et qui ne sont pas réputés pour la largeur de leurs avenues, on va dire. Qui ne sont pas forcément auto-friendly, quoi. Qui ont un patrimoine historique à sauvegarder et qui donc voient la voiture un peu comme un adversaire ou un ennemi. Il faut une petite voiture, il faut une 3 places ou une 4 places, une petite voiture qui soit capable d'avoir l'agilité pour circuler dans ces... Et ils ont annoncé en effet que ça serait un projet... Alors, pour l'instant, on n'en sait vraiment rien d'autre que la déclaration de Musk qui a dit oui, on travaille sur un véhicule comme ça vers 2024-2025. Donc, on n'est vraiment pas encore... On ne sait même pas à quoi elle ressemble, cette voiture-là. Mais on sait qu'en revanche, elle aura les caractéristiques d'une Tesla, c'est-à-dire d'une vraie voiture. Ce qui manque aux petites électriques actuelles. C'est-à-dire une voiture que vous pouvez prendre et emmener n'importe où. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les petites voitures. C'est comme un petit iPhone, en fait. Pour revenir à l'analogie, voilà, quand Apple sort l'iPhone mini, quoi. Il faut développer la gamme d'iPhone, ou il faut développer la gamme de Tesla, et il est logique d'aller vers des voitures qui sont des voitures urbaines, tout en étant capable de sortir de la ville. Ce qui est la difficulté des voitures électriques, parce que pour les gens qui ne savent pas exactement, mais une voiture électrique, c'est l'inverse d'une thermique. Ça déteste l'autoroute. C'est sur l'autoroute. Le rendement est horrible. Voilà, c'est sur l'autoroute que vous consommez le plus d'électricité, parce qu'il faut que la batterie donne d'elle-même continuellement. Alors que vous êtes en cycle urbain, les voitures en cycle urbain électrique consomment quasiment rien. C'est formidable. En urbain, vous pouvez rouler autant que vous voulez quasiment. Donc, il faut faire des vraies voitures, c'est-à-dire qui soient capables d'aller sur l'autoroute, mais en même temps en ayant une dimension relativement réduite pour être agile dans les rues de nos vieilles cités européennes. Emmanuel, merci. Je t'en prie. Passionnant tout ça. On verra si Apple se lance sur le marché de l'automobile dans les années qui viennent. À ton avis, quelle période ? 2025. 2025. Allez, les paris sont lancés. Tu reviendras nous voir avant ? Oui, même, bien sûr. 2025, c'est pas tout de suite. Merci beaucoup Emmanuel. Un vrai plaisir de te retrouver, fondateur d'Electron Libre et journaliste, bien évidemment. Ce de quoi je me mêle est terminé. On sera là la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes un fan de techno, sachez que je vous retrouve avec beaucoup de plaisir tous les soirs sur BFM Business dorénavant, entre 20h et 22h pour Tech & Co. Voilà, pour prolonger un petit peu ce rendez-vous de quoi je me mêle que vous connaissez peut-être. À très vite, on sera là la semaine prochaine en tout cas. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.